Salut, la vidéo que tu vas voir, c'est une rediffusion d'un webinaire que j'ai fait en collaboration avec la Cyber University. Tous les points que je mentionne durant le webinaire, je t'ai mis dans la description des liens directs pour pouvoir y avoir accès. Donc si tu te dis, tiens, j'aimerais bien mettre cette sécurité en place sur mon tenant Microsoft, tu as juste besoin d'aller dans la description et en fait, tu as le lien direct associé avec une petite description et un numéro. Et en fait, c'est ça, tu cliques juste sur le lien, ça va te rediriger directement sur la sécurité dans Microsoft. Donc voilà, si tu veux me remercier pour ça, pour le petit travail en amont, n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo et à t'abonner. Si aussi tu as des idées pour mes futurs webinaires, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et sinon, place à la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, le modèle de partage des responsabilités dans Office 365, donc avec Microsoft, en gros, la responsabilité de Microsoft au niveau de l'infrastructure, donc au niveau de tout ce qui est sécurité, eux, c'est vraiment la sécurité physique, la sécurité logique, la sécurité des applications, des contrôles et contrôle des utilisateurs administrateurs. Au niveau de la donnée, là, c'est vraiment vous qui êtes responsable de devoir en fait sécuriser vos propres données. Microsoft, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste vous donner l'environnement, donc le tenant en anglais. Ils vous donnent votre environnement, puis après ils vous disent, ok, nous on s'occupe de tout ce qui est physique, vous vous occupez de tout ce qui est vos données, donc tout ce qui est sécurité sur votre tenant Microsoft. Donc c'est pour ça qu'on va voir ça aujourd'hui. Donc si jamais on va vraiment faire une vue globale sur les 10, les 10 sécurités que je vais parler, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du webinaire, il va y avoir tous les liens directs pour avoir accès à quoi je parle. Dès que vous cliquez dessus, ça va directement vous ramener sur les panels que je parle. Donc, au moins, si jamais, dès qu'on va parler d'un des points, si vous voulez me poser une question directement en lien avec ça, il n'y a aucun problème, je vais y répondre. Si jamais vous allez me poser autre chose comme question, ben, je pourrai y répondre à la fin quand on aura, si on a encore un petit peu de temps. Donc, pour en revenir au modèle de partage des responsabilités, au niveau de la sécurité, donc suppression accidentelle, collaboration, malveillant, représailles des salariés, falsification de preuves, c'est quand même vous qui êtes responsable de ça. Et tout ce qui est externe, donc attaque ransomware, logiciel malveillant, pirate informatique et application truquée, c'est quand même à vous encore d'être donc c'est encore à vous d'être responsable de ça. Donc vraiment, si un jour il vous arrive par exemple un ransomware, je vous le souhaite pas, mais malheureusement ça peut arriver. S'il arrive ce genre de choses et que en gros vous avez synchronisé vos données avec le cloud, etc. Ben, en gros Microsoft ils vont vous dire ben, nous on n'est pas responsable de ça, c'est vraiment vous qui êtes responsable par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous suivez ce webinaire pour pouvoir ajouter de la sécurité sur votre tenant Microsoft. Donc super. Pour passer un petit peu vraiment rapidement, donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, Microsoft, il y a des dizaines et des dizaines de licences Microsoft. Donc en gros, nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des licences basiques. Parce qu'en fait, on pourra aller beaucoup plus pousser si jamais on va avec des licences beaucoup plus chères. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis à peu près la tarification. Je ne sais pas si c'est la tarification encore claire aujourd'hui, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc nous, on va vraiment parler de la tarification des licences, donc de mettre de la sécurité pour les licences qui sont le moins cher du marché. Parce qu'après, on peut aller avec des Microsoft 365 E5, mais vu qu'elles sont à presque 60 euros par mois, bah, du coup, il y a quand même un sacré coût. Donc là, c'est vraiment pour les petites PME qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui aimeraient quand même être un petit peu de sécurité sur leur tenant Microsoft. Super. Donc, pour commencer, donc on va pas perdre de temps. Donc, un paramètre qui est vraiment important à désactiver si jamais vous voulez mettre de la sécurité sur votre tenant Microsoft. Donc, en gros, c'est de désactiver les paramètres de sécurité par défaut. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, tous les liens directs seront à la fin du webinaire. Je pourrais aussi vous l'envoyer dans le chat si vous le voulez, ça ne me dérange absolument pas. Ou sinon, je pourrais le mettre en commentaire. En tout cas, on pourra trouver un arrangement pour que vous ayez accès à tous les liens. En gros, c'est un petit peu, comment dire, pour désactiver les paramètres de sécurité par défaut de Microsoft, là, comme vous pouvez le voir, ça mentionne que si par exemple les paramètres de sécurité par défaut sont désactivés, votre organisation est vulnérable aux attaques courantes liées aux identités. Donc là, vous allez peut-être vous dire, mais attends, mais pourquoi il nous fait enlever les paramètres par défaut qui sont par défaut chez Microsoft? Alors en fait, en désactivant ces paramètres-là, vous allez pouvoir ajouter vous allez pouvoir ajouter des sécurités beaucoup plus poussées. Donc de base, tout à l'heure, j'ai un petit peu menti
Quand j'ai dit que Microsoft vous donne accès à un environnement Microsoft et met aucune sécurité, c'est faux. Ils en mettent de base, mais c'est vraiment pas des très bonnes sécurités. Donc en gros, en enlevant les sécurités par défaut de chez Microsoft, vous allez pouvoir faire gérer les multifacteurs authentification. Donc peut-être par exemple si vous lui dites ok ben moi j'aimerais que mon organisation ait le multifacteur authentification, imaginons qui s'envoie toutes les semaines par exemple, ben, en gros si vous désactivez pas ce genre de paramètres, vous n'allez pas pouvoir le faire. Ou si par exemple vous voulez mettre en place des conditional access, donc des accès conditionnels. Donc aujourd'hui on va pas le voir, on va pas voir d'ajouter ce genre d'accès conditionnel parce que malheureusement ça prend des licences supplémentaires. Mais vraiment pour les gens qui ne savent pas ce que c'est des accès conditionnels, donc c'est des accès, imaginons vous dites bon ben moi je veux que tous les employés de ma compagnie ne peuvent pas se connecter en dehors de la France, par exemple. Ben, ça, c'est un accès conditionnel. C'est pour dire, OK, moi, mes employés ne travaillent pas en dehors de la France, donc je bloque ça. Et en gros, si vous laissez les paramètres par défaut de Microsoft, ben, en gros, vous n'allez pas pouvoir mettre ce genre de paramètres. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille, en tout cas, de les désactiver pour pouvoir ajouter plus de paramètres en suivant. Donc ça va être c'est quand même un basique, donc ça serait de configurer l'authentification multifacteur. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le MFA, si on raccourcit multifacteur authentification, c'est le petit code qui s'envoie sur votre téléphone, par exemple, qui dit ok, ben, est-ce que tu peux valider que c'est bien toi qui s'est connecté à ton compte. Donc c'est vraiment un basique. Je pense que maintenant toutes les applications ou même tous les sites utilisent le multifacteur authentification, mais je tenais à le mettre parce que, comme je l'ai mentionné dans le titre, c'est vraiment de base. Donc, au moins, vous l'avez dans le premier webinaire sur les configurations de base chez Microsoft, mais du coup, au moins, c'est là. Des fois, il y a des gens qui ne le mettent pas. Maintenant, Microsoft l'oblige sur les comptes admin. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, je conseille très fortement de le mettre. Ça, vous allez pouvoir vous enlever pas mal de problèmes avec ça. Donc, c'est ça, donc pour la configuration, donc ça ressemble vraiment à ça, si on va directement sur le tenant Microsoft, donc si on va sur votre environnement Microsoft, avec le lien que je vais vous donner à la fin, dès que vous allez cliquer, ça va ajouter, ça va vous afficher cette petite pop-up là, enfin ce petit panel, pardon, et en gros, vous avez juste besoin de mettre prise en main, et après continuer les étapes pour pouvoir ajouter le multifacteur authentification à tous les employés. Faites attention, avant de mettre ce genre de choses, prévenez les employés pour pas qu'ils aient de mauvaises surprises. Des fois, ça arrive trop souvent que des gens configurent des choses et ne préviennent pas les employés. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne avant de faire ce genre de choses. Peut-être planifiez-le le lundi, de dire à tout le monde, OK, on va configurer le multifacteur authentification. Donc, vous allez recevoir un message, par exemple, le mercredi ou le jeudi par rapport à ça. Donc, ça va venir. Donc, ça, c'était vraiment le multifacteur authentification. Hop, pardon, je suis revenu en arrière. Donc, pour le troisième point, c'est quand même quelque chose qui est assez important. J'ai mentionné que c'était de base, mais ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est la séparation des comptes administrateurs et utilisateurs. Donc, en gros, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a deux exemples. Donc, utilisateur admin, donc Loïc admin, et utilisateur normal, Loïc. En gros, moi, ce que je vous conseille de faire, et même c'est un point dans le NIST, par exemple, c'est la séparation off duty en anglais. Donc, en gros, c'est de dire si un compte n'a besoin, par exemple, que de faire des choses administrateurs, c'est un peu comme l'antivirus inclus dans... Ouais, si jamais on pourra en reparler, ça, Lisa, juste à la fin par rapport à ça. Mais un petit peu, ouais, si on prend cet exemple-là. Du coup, c'est ça, pour la séparation des comptes, en gros, c'est pour dire... pour les comptes avec rôle ADM. Exactement, c'est ça, oui, exact. Donc, en gros, pour la séparation des comptes administrateurs, c'est pour dire, par exemple, Loïc, admin, peut juste se connecter sur son compte pour faire des choses admin et n'a pas, par exemple, de licence Microsoft attitrée. Donc, il ne peut pas recevoir des emails ou autres. Il a le droit de faire que des choses admin. Et Loïc, utilisateur, a juste la possibilité de, par exemple, recevoir des emails, utiliser la suite Office, etc., etc. Donc, en gros, ça sépare les deux comptes à la place d'avoir un utilisateur Loïc qui a des droits admin. Si, par exemple, un jour, il se passe que le compte Loïc reçoit un email de phishing et commence à mettre ses informations,
et bien en gros la personne donc le pirate, aura juste accès au compte admin et n'aura pas accès à se connecter par exemple en tant qu'administrateur et ne pourra pas faire des choses admin sur le tenant Microsoft. Donc si par exemple Loïc reçoit un email de phishing de quelqu'un, donc un email qui veut récupérer vos informations et qui met ces informations, ben, au moins ça va être limité au compte Loïc, ça va être quand même des dégâts, mais au moins la personne pourra, enfin le hacker pourra pas, ne pourra pas faire des choses admin avec le compte qui vient juste de pirater. Donc c'est vraiment ça, de séparer les choses. Et puis même vous pouvez aller encore plus loin avec les admins, dépendamment dans les paramètres, on va le voir dans la prochaine slide. Mais du coup, il y a plusieurs sortes d'admins donc par personne, dépendamment de ce que les gens font. Donc pour les comptes, ok, donc ça c'est une très très bonne question. Dépendamment, moi je préfère tout ce qui est cloud. Il y a maintenant, enfin en tout cas, il y a de moins en moins, il y a de moins en moins de gens qui utilisent des serveurs locaux. C'est sûr que ça c'est une très bonne question qu'on pourrait même continuer à parler à la fin, parce que ça, en tout cas, moi personnellement, je préfère le faire online. Donc être dans le cloud, pouvoir tout gérer, etc. Mais même avoir un compte cloud et un compte même local qui sont complètement séparés, c'est encore mieux pour, en tout cas, selon moi, si on peut tout séparer, chacun a un compte admin pour chaque compte, etc., je trouve que c'est vraiment bien. Super. Donc ça, c'est vraiment juste un petit... c'est vraiment savoir comment créer un compte admin. Toujours pareil, je vous mettrai les liens en à la fin, là, vous allez pouvoir y avoir accès. Donc en gros, c'est juste se connecter sur office.com. Là, vous allez voir utilisateur actif, créer un utilisateur. Moi, ce que je vous conseille aussi, personnellement, j'aime bien par exemple utiliser un compte administrateur avec le .onmicrosoft.com. Pourquoi? Parce que les gens, si jamais s'ils essayent de se connecter sur leur compte avec, par exemple, s'ils essayent de faire du brute force sur votre compte, ben, au moins, il n'y a pas grand monde qui va utiliser le .onmicrosoft.com. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le .onmicrosoft.com, par défaut, quand vous allez créer votre tenant Microsoft, donc votre environnement Microsoft, Microsoft vous attribue un .onmicrosoft.com. Par exemple, si votre nom de domaine c'est Loïc, ben, par défaut, vous allez avoir loic.onmicrosoft.com. Ou si par exemple c'est Facebook, c'est facebook.onmicrosoft.com. En tout cas, moi je vous conseille pour les comptes admin de mettre le .onmicrosoft.com parce que si des gens vont essayer de faire du brute force par exemple sur votre compte, ben, ils vont essayer de target directement le domaine et il y a peu de gens qui utilisent le .onmicrosoft.com pour créer les comptes admin. Donc voilà, c'est juste un petit conseil que moi je mets personnellement dans les environnements. Donc, après avoir fait ça, vous avez juste la possibilité de créer un utilisateur sans licence. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, vous avez la possibilité de créer des utilisateurs admin sans licence. Donc, vous n'avez pas besoin de licence attribuée par rapport à ça. Donc, ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, je l'ai déjà vu dans des cas chez des clients que malheureusement, il y a des gens qui leur facturaient des licences pour avoir des comptes admin. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, vous avez la possibilité de créer des comptes administrateurs sans licence. Donc après, là dans ce cas-là, j'ai mis administrateur général. Ça c'est vraiment vous qui allez voir, mais vous pouvez voir qu'il y a administrateur Exchange, SharePoint, Teams de l'utilisateur, service de prise en charge, général, etc., etc. Vous pouvez aller encore plus loin avec afficher toutes par catégorie juste en dessous. Mais du coup dans ce cas-là, j'ai juste mis administrateur global. Mais si en plus vous pouvez faire de la partition de compte admin, c'est super. Exact. Alors ça, c'est un super point. Alors, j'aime beaucoup tes questions. Moi, ce que je fais pour la réception des alertes de sécurité, actually, on va le faire à la fin parce que c'est un très bon point. Et je te garde ces questions-là parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait me les poser. J'ai une petite astuce par rapport à ça. Donc pour la question numéro 5, ben, pas la question, pardon, le point 5, après ça, vous faites fin de l'ajout et au moins, vous allez pouvoir créer votre compte admin. Mais NB, c'est une très très bonne question. Super. Donc, aussi pour les comptes, donc les comptes administrateurs et comptes de secours. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est que à l'interne, malheureusement, quand vous créez votre compte administrateur, enfin, quand vous créez votre tenant Microsoft, pardon, Microsoft va automatiquement vous créer votre premier compte en tant qu'admin. C'est super important d'en avoir au moins deux autres. Pourquoi? Parce que si un jour votre compte admin se fait corrompre, je ne sais quelle raison, il se fait corrompre, vous n'avez plus accès. Ben, vous n'avez plus rien
pour pouvoir avoir un accès admin à votre environnement Microsoft. Ça, malheureusement, je le vois quand même pas mal beaucoup chez les clients. Les clients juste utilisent un compte admin et puis ils sont bien contents avec ça. Mais pour moi, ce que je vous conseille, ça serait d'en avoir au minimum deux. S'il y en a un qui se fait corrompre, ben, au moins vous avez un deuxième pour pouvoir en backup. Donc au moins vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir vous sauver entre guillemets. Et puis après, vous pouvez aussi avoir un admin de secours et ouais, un admin de secours. Et en gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir mettre des politiques en place pour dire, ok, ben, ce compte-là, il est accessible, par exemple, que de mon adresse IP. C'est un petit peu ce que je mentionnais tout à l'heure avec les conditional access, donc les accès par condition. Vous pouvez aller vraiment très très loin avec ce genre de paramètres-là. Vous pourriez dire, par exemple, ce compte admin de secours-là est on a la possibilité de se connecter avec que par exemple si on est avec l'adresse IP du bureau, si on est avec un Mac, en tout cas vous pouvez mettre plein de facteurs pour que justement juste vous puissiez se connecter à ce compte. Donc moi c'est ça que je vous conseille d'avoir au moins 3 comptes admin au cas où vous en perdez un ou au cas où vous faites corrompre un autre. Donc, pour une autre sécurité que j'aime bien mettre, c'est le délai d'expiration des sessions inactives. Donc, en gros, ça par défaut, c'est désactivé. Moi, je vous conseille de le mettre. Toujours pareil, je le répète, le lien direct va être exact, préconise 4 max. Après, c'est sûr, je vous en conseille pas d'en mettre 50. Là, c'est sûr que plus il y en a, plus il y a des risques. Mais du coup, c'est ça. Si jamais je vous conseille, moi, je vous conseille 3 si vous êtes une petite organisation. Après, c'est sûr que s'il commence à avoir plusieurs techniciens à l'interne, ben là, vous pourriez partitionner les droits. Par exemple, en disant, bon, ben, il y a 3 rôles admin. Ce tech-là a juste la possibilité d'être admin SharePoint, etc. etc. Donc, ça aussi, on pourrait même se faire un webinaire complet sur la séparation des rôles et comment le faire avec un airbag, etc. Donc c'est ça, on peut aller encore plus loin avec ce genre de sécurité-là. Donc pour le délai d'expiration de session inactive, donc moi ce que je vous conseille c'est de le mettre. Moi j'aime bien, c'est que par exemple si quelqu'un se connecte et que en gros ça oblige la personne à au moins se reconnecter toutes les par exemple 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures ou 24 heures. Donc si par exemple si jamais on imagine les gens aiment se connecter sur des ordinateurs qui leur appartiennent pas, en tout cas j'espère pas là, mais au cas où, bah, en gros ça va automatiquement les déconnecter au bout d'un certain temps. Au moins si jamais ils n'utilisent pas leur compte, boum, ils ont besoin juste de se reconnecter au bout de 6 heures ou 12 heures et moi je trouve que c'est vraiment une bonne sécurité à avoir au cas où des gens se connectent un petit peu partout ou si les gens se partagent des comptes, au moins les gens ne se partagent pas les comptes, s'ils se partagent les ordinateurs, pardon, au moins ça le déconnecte automatiquement. Donc, ça aussi, donc dans mon cas, le client était au Canada. Il y a beaucoup de choses qui... ça se configure à quel niveau? Je pense que tu parles de la chose d'avant. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis, s'il te plaît? Politique condition. Non, même pas. C'est justement, là, c'est vraiment, ce webinaire-là, c'est vraiment, parce que là, les politiques de conditionnel, tu as besoin d'avoir des licences supplémentaires. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais là, c'est vraiment que des sécurités que vous allez pouvoir mettre si, par exemple, vous avez des business basiques. Donc, vraiment, aucune licence de sécurité. Vous allez pouvoir mettre toutes les choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, ça, directement, je pourrais vous le donner à la fin du webinaire. Il y a un lien direct. Dès que vous allez cliquer, vous allez pouvoir avoir accès sur ça. C'est ça, c'est sur le tenant. Et puis après, c'est vraiment pour tous les comptes. Donc, on imagine que ça soit admin ou même utilisateur. Si par exemple, tu mets, OK, ben, je veux que les gens se déconnectent pardon, au bout de 3 heures, ben, tout le monde est déconnecté au bout de 3 heures. Là. Je sais pas si ça répond à la question ou si il y avait une autre question par rapport à ça. Parfait, je vais prendre le silence comme si j'avais bien répondu. Super. Donc pour vérifier l'emplacement des données. Donc par rapport à ça, donc dans ce cas-là, c'était un client qui était au Canada, donc la compagnie était au Canada, et toujours au Canada, mais en tout cas. En gros, il faut faire attention surtout avec RGPD ou par exemple la loi 25 qui est au Québec. En gros, il faut faire attention parce que par défaut, je pense que Microsoft va aller chercher les serveurs qui sont le plus près. Donc comme vous pouvez le voir par exemple, là dans notre cas-là, le client avait ses données de Exchange Online qui étaient aux États-Unis. Et en fait, lui ne le savait pas. Mais en fait, ça pourrait être un gros problème, par exemple, si vous
pour être conforme par exemple avec RGPD ou même être conforme avec la loi 25, comme je le répète, au Québec. Donc c'est ça. Je sais qu'au début, Microsoft les rapatriait sur des serveurs qui étaient dans la localisation que vous vouliez gratuitement. Malheureusement, je pense qu'ils ont changé leur modèle et maintenant il va y avoir un frais supplémentaire pour pouvoir migrer ces données, par exemple, des États-Unis au Canada ou par exemple, je sais pas, de la France à autre chose. En tout cas, essayez vraiment de regarder, voir, faites sûr que vos données soient bien dans le pays que vous résidez pour être conforme aux politiques, etc. de votre pays. Donc, c'est vraiment assez simple à faire. C'est juste que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que leurs données sont un petit peu à droite, à gauche. Et au moins, avec ça, vous allez pouvoir voir, OK, ben, mes données, pour que ça soit Exchange, Exchange Online, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, Viva et Viva Topic, ben, en gros, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'elles se trouvent. Et au moins, vous avez la possibilité de les rapatrier sur des serveurs qui sont dans votre pays. Super, donc, activer l'authentification moderne. Donc en gros, ça c'est par défaut, c'est activé avec Microsoft. Mais en fait, quand on désactive la première chose que je vous ai dit de désactiver au tout début, donc les paramètres basiques, en fait, ça se désactive. Donc en gros, moi, ce que je vous conseille, ça serait de le réactiver par la suite. Ça serait juste qu'en gros, les gens ne peuvent pas se connecter avec des vieilles versions de Exchange. Donc en gros, ça les oblige à faire des mises à jour. Existe-t-il une possibilité de rediffusion? Oui, pour répondre à cette question-là, ça va être en rediffusion sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de la Cyber University. Donc c'est ça, si jamais il y aura une rediffusion par la suite de ce petit webinaire. Donc, pour continuer, pardon, avec activer l'authentification moderne, en gros, c'est vraiment pour obliger les utilisateurs à utiliser des applications qui sont à jour et pas des vieilles applications comme vous pouvez le voir par exemple de Outlook 2013 ou des plus vieilles versions encore. Donc au moins ça oblige les gens à utiliser des versions qui sont à jour et pas des versions qui sont depuis quelques années. Ouais, mais du coup, normalement, mais je pense qu'il y a encore des tenants qui les ont. Parce que moi, peut-être, après, c'est ça, toujours pareil. Vu que là, le tenant le tenant du client avec lequel j'ai travaillé était au Canada, peut-être qu'ils ont commencé à le pusher sur, par exemple, en France ou en Europe. Et petit à petit, ça va avoir. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous allez voir qui sont activées par défaut, par exemple, imaginons en France, mais qui ne le sont pas peut-être au Canada ou vice-versa. Mais en tout cas, dans ce cas-là, je sais que l'authentification moderne par rapport au Exchange, malheureusement, en tout cas pour ma part, ça n'a pas été encore forcé sur tous les tenants. Donc c'est pour ça. Si jamais, peut-être que ça a été forcé pour les gens qui ont les paramètres de sécurité par défaut. Mais du coup, si tu le désactives, normalement, Microsoft te l'enlève. Donc il faut que tu le rajoutes manuellement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste parce qu'au tout début, je vous ai mentionné de le désactiver. Donc c'est pour ça que je l'avais mis dans la liste. Super, donc désactivation de SMTP. Donc ça, c'est un protocole qui est quand même assez désuet. Alors, je vous tiens à vous mettre en garde, par contre, si vous désactivez ce protocole-là, parce qu'il se peut que, par exemple, vous ayez des sites web qui utilisent... Ok, forcé en France, super. Vous ayez, par exemple, des protocoles qui utilisent... Enfin, des protocoles, pardon. Votre site web, votre imprimante qui utilise encore le protocole SMTP pour les envois. Donc de courriel. Donc si par exemple vous imprimez quelque chose, enfin vous scannez quelque chose avec votre imprimante et que vous l'envoyez par email, donc ça utilise SMTP. Donc je vous conseille très fortement de vérifier dans les 90 derniers jours quels sont les utilisateurs qui utilisent encore SMTP. Si jamais vous voyez que pendant, je sais pas, 3, 4, 5 mois qu'il n'y a personne qui utilise SMTP, vous pouvez l'enlever. Et si jamais, même si vous voulez filtrer avec les gens par exemple qui... imaginons vous avez une imprimante qui utilise encore SMTP et vous voulez vraiment isoler un compte, ben ça viendra avec un compte, avec une conditional access, donc un accès par condition, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. C'est pour ça que de base, je vous ai demandé de désactiver les sécurités par défaut de Microsoft, parce que si vous l'aviez mis encore avec ça, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire des accès par condition. Donc en gros, ce que vous faites, si jamais vous avez une imprimante, vous créez une condition d'accès pour dire par exemple que cet utilisateur-là, avec cette adresse IP par exemple du bureau,
a le droit d'envoyer des emails par SMTP. Dans un autre cas, en gros, il n'y a pas la possibilité. Parce qu'en fait, pourquoi on désactive le SMTP? Parce que même si vous mettez le multifacteur authentification, il y a des failles de sécurité qui permettent de bypass, donc de contourner les sécurités de multifacteur authentification. Malheureusement, je l'ai déjà vu chez 2-3 clients que c'est arrivé parce que c'était encore d'actualité. Donc, faites sûr, par exemple, de le désactiver si jamais vous ne l'utilisez pas. Comme ça, au moins, si jamais vous mettez le multifacteur authentification, au moins, vous allez pouvoir avoir la chance de tout désactiver et d'être beaucoup plus sécuritaire que si vous aviez tout activé avec le multifacteur. Parfait. Donc, ça, par défaut, c'est activé chez Microsoft, donc je ne comprends pas pourquoi. Donc, c'est un paramètre de partage externe, donc c'est autoriser les invités à partager des éléments qui ne leur appartiennent pas. Donc, ça, malheureusement, c'est, je ne sais pas pourquoi ils le mettent par défaut. Donc moi je l'enlève tout le temps parce qu'en gros ça veut dire que si jamais vous commencez à partager des choses à des gens à l'extérieur de votre organisation et en fait ils ont la possibilité de le partager à d'autres gens avec le même lien, etc. Si vous ne faites pas de la séparation sur les partages des informations que vous faites. Donc je trouve que c'est vraiment important de le désactiver. Comme vous pouvez le voir, c'est juste un clic. Là c'est vous cochez la barre bleue, la case bleue et vous faites accepter. Et puis au moins c'est un paramètre qui est assez rapide à mettre en place, mais au moins ça peut vous protéger qu'une personne commence à se partager des fichiers avec plusieurs personnes et en fait que vous ne le savez pas. Donc moi je vous conseille très fortement parce que on peut vite perdre on peut vite ne plus savoir où est-ce que les données de ce fichier sont. Donc je vous conseille très fortement de le désactiver, comme ça au moins vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises sur des gens qui ont accès qui ne devraient pas y avoir accès. Donc, réduire le nombre maximal d'appareils utilisés par les utilisateurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez drôle selon moi. C'est que par défaut, Microsoft... oui, si jamais NB, comme je te dis à la fin, je pourrais envoyer tous les liens directs. De toute façon, j'ai fait ça pour vous faciliter les choses et pour pas que j'aille directement dans Office 365 vous montrer où est-ce que sont parce que des fois on peut être perdu avec tout ça. Donc je vous donnerai directement les liens pour pouvoir y avoir accès. Mais oui, c'est dans le SharePoint, c'est dans le admin SharePoint si jamais. Donc pour réduire le nombre maximal d'appareils par utilisateur. Par défaut, Microsoft, avec plaisir, Microsoft le met à 50. Pourquoi, je ne sais pas. Moi, je vous conseille de le mettre à 5, honnêtement. Il recommande à 20, mais si par exemple un utilisateur habituellement un utilisateur, ça un ordinateur, peut-être deux, une tablette et un téléphone peut-être de bureau et un téléphone perso, ça fait 5. Selon moi, je pense que si un utilisateur a beaucoup plus que 5 appareils, c'est que soit il les configure d'une certaine façon qu'il ne devrait pas, ou en tout cas, il peut y avoir beaucoup de choses, mais moi, je vous conseille vraiment de le laisser de le mettre à 5, parce que c'est 50 par défaut. Aussi, je pense que de mémoire, il y a un groupe de hackers qui se servait de cette faille-là. Je pense de mémoire, c'était peut-être Logbit, mais peut-être que je me trompe. En gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enrôlaient leur ordinateur parce qu'en gros, il n'y avait pas cette sécurité-là. Donc, ils enrôlaient automatiquement leur ordinateur et en fait, ils se faisaient passer pour un employé, donc pour un ordinateur d'employé. Et en fait, c'était beaucoup plus facile pour eux d'accéder aux données d'entreprise parce qu'il n'y avait pas le nombre maximal d'appareils. Et puis en plus, comme vous pouvez le voir juste en bas, vous pourriez le personnaliser. Donc peut-être si vous dites, ok, nous, c'est 2 appareils par personne, un ordinateur et un téléphone, au moins vous pouvez vraiment le mettre à 2 et réduire ce genre de risque-là pour que justement les gens n'essayent pas de se connecter avec un ordinateur, donc n'essayent pas d'enrôler un ordinateur avec Microsoft. Donc, petit bonus, en fait je suis allé beaucoup plus rapidement que ce que je pensais, c'est pas grave, au moins on aura plus de temps pour les questions. Petit bonus pour la fin, donc c'est pour l'ajout des applications. Ça, c'est arrivé beaucoup trop souvent chez les clients que en gros, les utilisateurs peuvent inscrire des applications sur leur tenant Microsoft. Donc moi, ce que je vous conseille, ça serait de le désactiver parce que en fait, on peut se retrouver. Donc ça m'est déjà arrivé dans un audit de Microsoft 365 qu'un client avait plus de 100 applications sur. Je pense que ça faisait genre 5 ou 6 ans qu'il avait créé son environnement Microsoft. Et en gros, à force que
ce paramètre-là était activé, ben, en fait, les utilisateurs commençaient à enrôler, donc à accepter des applications, à avoir accès aux données d'entreprise. Donc moi, ce que je vous conseille, ça serait vraiment de le désactiver et que ça soit que des administrateurs qui aient la possibilité d'enregistrer des applications. Parce que sinon, on peut se retrouver, par exemple, dans le lien, dans la capture que je vous ai faite. Oui, par défaut, c'est à oui. Ouais, des fois, en tout cas, je ne vais pas critiquer, mais des fois, c'est très étrange que Microsoft mette comment ça s'appelle, des choses par défaut qui ne font pas de sens selon moi. Mais du coup, c'est ça, ce serait pour réduire ce genre de cas. Ouais, exactement, c'est vraiment pas super. Ben, en gros, c'est ça, c'est vraiment de réduire ça et puis après de trier les applications qui ont accès à vos données d'entreprise parce que ça peut aller très très loin. Imaginons vous avez des backups, l'entreprise, l'application va demander à avoir un full accès à vos informations. Ben, si un utilisateur peut accepter ce genre de choses, ben, boum, ils viennent cliquer, ils viennent donner accès à toutes les informations de la plateforme. Alors que dans un autre cas, si c'était juste des admins, ben, ils auraient pu vérifier ça. Et puis là, par exemple, je parle d'une application de backup, mais par exemple, si quelqu'un malicieux, donc un pirate, crée une application qui ressemble par exemple à Gmail, qui ressemble à autre chose, ben, en gros, il pourrait avoir accès directement à tous vos paramètres, vos fichiers, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, ça serait de le désactiver pour ne pas justement avoir ce problème-là d'avoir trop d'applications ou avoir des applications qui ne devraient pas être dans votre environnement Microsoft. Donc, c'était tout pour moi. Je suis assez content. On a quand même, malgré malgré le petit, la petite perturbation de son, on est rentré dans les temps. Je suis bien content avec ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Sinon, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut!